Bonjour, j'aurais voulu vous parler aujourd'hui d'Arthur Rimbaud. Alors, que peut-on dire, que peut-on écrire sur ce phénomène des lettres qui n'a déjà été proposé? D'éminents spécialistes de la cause rimbaldienne ont analysé, décortiqué, compris, extrapolé sur cet adolescent hors du commun. Dernièrement, me baladant dans quelques rayonnages de librairie, ma surprise fut de découvrir l'œuvre manuscrite éditée. Alors, à toutes les sauces, sous tous les angles, autrement, pour spécifier une chose quasiment identique. Rimbaud fascine par son utilité, par son extraordinaire capacité à offrir à autrui des moyens de penser, d'extraire, de travailler, de produire ou d'appliquer. Il est à de nombreuses raisons une sorte de Van Gogh de la peinture, une sorte de Sex Pistols du rock'n'roll. Il a inspiré et il inspirera beaucoup encore, je crois. L'on ne peut pas dire que son œuvre soit considérable. Elle ne recèle pas une quantité énorme. Non, elle se situe dans la norme poétique produite, mais elle est essentiellement un produit remarquable d'apprentissage, d'application et d'application dérivée à obtenir. L'homme ne peut être séparé de son œuvre. Il écrit ce qu'il pense et il vit ce qu'il écrit. Pour certains amateurs qui prétendent que l'œuvre et l'homme forment un tout, c'est un merveilleux moyen d'investigation poétique. Constamment, il y a une sorte de relance entre la curiosité entre le sens poétique de l'écrit et le comportement du rebelle et de l'aventurier. Les interactions sont innombrables. Elles déclenchent des spéculations et stimulent les enthousiasmes. Rimbaud est un héros. Et le produit poétique obtenu semble satisfaire l'ensemble ou la grande majorité des amateurs. Alors j'espère que cet ensemble hétéroclite que je vais vous proposer là ne rebutera pas l'auditeur passionné. Il pourra à sa guise prétendre, balancer, hocher la tête, repenser autrement le personnage unique et tirer une autre vérité éloignée de ma réflexion. Alors donc, voici quelques réflexions que j'ai pu extraire d'un ouvrage qui s'intitule « Escapades rimbaldiennes ». Alors il s'agit de bouts, de fragments, de légères incises. C'est à vous de décider, de balancer pour savoir si ce que j'exprime là vous semble possible ou non, ou correspond à l'idée que vous faites du personnage. Voilà. Donc, première idée, en fait, Rimbaud. Configuration mentale exceptionnellement rare. Par quelle opération cérébrale a-t-il pu accomplir une telle compression de la structure et de la phrase? Le cerveau, notre cerveau, dit oui à cette algèbre extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'un poète? Est-ce celui qui associe des applications poétiques et comportements externes? Celui qui se prévaut d'être sur une petite estrade et a été édité à 400 exemplaires par une maison régionale? Tout cela ne saurait durer. Cela est de la poésie d'aujourd'hui. Mais où est Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont? Et le public qui se prévaut d'être averti écoute, encense, se nourrit de balivernes et d'inutilité. Ceci est plaire à une intelligence simple, d'instituteurs, de professeurs de lettres ou d'amateurs qui se prévalent d'être éclairés. Mais le génie, le vrai génie, se frotte-t-il à ces miasmes? Non, il cherche, il conçoit, il applique en dehors de ses présences sommaires. Une troisième réflexion, ça concerne en fait les œuvres de jeunesse. Alors, écrivain ou poète ayant obtenu une œuvre de jeunesse. Buckner, Rimbaud, Radiguet,
Lautréamont, dans un certain sens, Fournier, Alain Fournier. Chatterton, mais il y a quelques doutes concernant Chatterton. Tralke et Émile Nelligan. Émile Nelligan, poète canadien. Alors, le premier cercle est totalement référentiel, hein, ceux qui étaient à imiter. Moi-même, j'ai essayé, si vous voulez, d'obtenir une œuvre de jeunesse, et en fait, mon premier cercle, c'était essentiellement Rimbaud, Radiguet, Lautréamont. Il y avait un second cercle, qui était des références utiles, exploitables. Il fallait obtenir, c'était des modèles également, dans lesquels on pouvait s'inspirer. J'ai pensé à Buckner, théâtre de Buckner, Radiguet, Paradiguet, Tralke et Chatterton. Mais j'avoue que j'ai jamais pu, sur ma période de jeunesse, donc dans les années 78-80, trouver quoi que ce soit sur Chatterton. Alors le troisième cercle, là c'est quand même intéressant, il était constitué d'hommes remarquables, qui n'ont certes pas obtenu une œuvre de jeunesse, mais qui ont obtenu des résultats très encourageants sur cette période. Et j'entends Albert Camus, avec L'Envers et l'Endroit, un texte, un ensemble de nouvelles qu'il a écrit à 22 ans, c'est très intéressant. Il y a Paul Valéry aussi, avec un nombre incalculable de sonnets. Il y avait André Gide avec ses premières tentatives de poésie et ses nouvelles. Et à cette époque-là, lorsqu'il avait 22-23 ans, le jeune André Gide avait déjà été remarqué par la qualité de ce qu'il faisait. Et il y a un quatrième auteur aussi qui est important, c'est Jean-Paul Sartre. Il a des écrits de jeunesse, et ces écrits de jeunesse ont été édités par Gallimard. Alors, autre personnage ou autre poète très important, Stéphane Mallarmé, qui a des poésies de jeunesse. Il y a un recueil d'ailleurs qui vient de sortir là, qui s'appelle Entre quatre murs. Ce sont des poésies qui doivent dater de 60-61, donc 18-19 ans. C'est très intéressant à lire. Et puis bon, vous avez Brice Marine, tous ces textes-là là, qui sont relativement faciles à comprendre. Et il n'est pas encore, c'est pas encore le Mallarmé obscur que l'on connaîtra un peu plus tard. Donc voilà ce que je voulais dire concernant les œuvres de jeunesse et leur utilité. Concernant maintenant les algébristes. Donc je verrai Mallarmé, Rimbaud, Pound avec son vers projectif, Paul Celan, Zanzotto, Denis Roche, De Guy, Roubaud dans une certaine mesure, Dubouchet. Pasolini aussi est très intéressant. Voilà pour les poètes dits algébristes. Donc c'est une forme d'écriture un petit peu ramassée, repliée sur elle-même, où l'on encastre les structures les unes dans les autres. Donc le problème n'est pas toujours de rencontrer des poètes, il est de travailler avec des œuvres, de comprendre, d'interpréter, de synthétiser des produits littéraires, d'en tirer une sorte de suc que l'on mêle avec sa propre substance pour espérer extraire quelque chose de nouveau, de différent du moins. Il s'agit d'appliquer. L'idéal serait de parvenir à trouver un langage nouveau, une langue différente, un style comparable à ceux de Rimbaud et de Mallarmé. Mais je pense que là, c'est demander des choses relativement impossibles. Donc je voyais, si vous voulez, dans des substituts d'algèbre, un petit peu Pindare, maître ès-lettres, Mallarmé, Rimbaud, Dubouchet, Pound, Zanzotto, De Guy, Roubaud, Denis Roche, des algébristes en vérité, des gens qui pensent épurer ou qui proposent un autre langage. Et pourrait-on en fait associer cette langue curieuse, étonnante, abstraite parfois, complexe, est-ce qu'on pourrait y voir un substitut de la mathématique, ou pourrait-on un jour faire un pont, un lien entre cette mathématique, la mathématique algébrique, et puis cette écriture poétique? Y parviendra-t-on? Encore une ou deux réflexions concernant, parce que je voudrais en cesser ici avec cette première partie. Quand j'écoute Nirvana,
je pense souvent à Rimbaud. Mais chez Kurt Cobain, donc le chanteur de Nirvana, il y a destruction, puis suicide. Et chez Rimbaud, il y a fuite, départ, autre terre, autre lieu, autres hommes. L'esprit aventurier du 19e siècle. Alors, pourquoi Rimbaud a-t-il cessé d'écrire? Alors, quand Rimbaud cesse d'écrire, il sait pertinemment qu'il n'est ni Hugo, ni Corneille, ni Racine, ni Virgile. Il n'a que 20 ans. Pourquoi cesse-t-il d'écrire? Est-ce que Rimbaud n'était pas simplement un génie, un surdoué, qui n'avait pas les moyens d'aller outre? Et il n'avait pas peut-être les moyens d'aller au-delà. Et il a décidé, si vous voulez, de poursuivre son aventure interne par une aventure, avec une aventure externe. Et ça expliquerait pourquoi il serait parti. Alors je voulais dire vraiment la dernière chose concernant Rimbaud et Brel. J'ai vu une sorte de lien entre Rimbaud et Brel concernant certaines chansons et certains poèmes. Pour moi, Brel, c'est derrière. Brel, c'est Frida. C'est une belle fille rustique. Brel, ce sont des bourgeois, des notaires, des caricatures. C'est du 19e siècle. Bruxelles, l'avant-guerre, ce sont des images typiques d'autrefois, les flamandes. Rimbaud, ce sont les assis, des chaisières, des grenouilles de bénitier. C'est une charge, une satire. C'est un square à musique. C'est un jardin où tout est correct. Et Rimbaud et Brel, c'est acerbe, c'est de la critique. C'est une critique de la société du 19e siècle également. En ce sens, je les assemble, je les associe dans cet angle de vue. Et je souhaiterais que beaucoup me comprennent. Voilà donc pour la première partie consacrée à Rimbaud. Alors cette deuxième partie consacrée à Arthur Rimbaud, j'aurais voulu commencer par quelque chose qui nous a à peu près tous échappé. C'est un passage du journal de Gide, qui date donc de 1912. Et dans ce journal, Gide rencontre Claudel, donc il note l'anecdote. Et dans cette anecdote, il y a une personne qui était en Afrique et qui a eu l'occasion de rencontrer Rimbaud. Et donc cette personne parle de Rimbaud. Je pense que le témoignage de Gide est d'une honnêteté littéraire totale. Alors c'est une image c'est peut-être un passage qui n'est pas très valorisant concernant la personne de Rimbaud, donc du Rimbaud africain. Alors, je vous lis la chose. 19 novembre 1912, donc journal d'André Gide. Été voir Paul Claudel hier, chez sa sœur. Grande cordialité de son accueil. J'entre aussitôt dans la petite chambre qu'il occupe et que du fond d'alcôve domine un crucifix. Paul Claudel est plus large, plus massif que jamais. On le croirait vu dans un miroir déformant. Pas de cou, pas de front. Il a l'air d'un marteau-pilon. La conversation s'engage aussitôt sur Rimbaud, dont le volume d'œuvres complètes, préfacé par lui, qui vient de paraître au Mercure, est sur la table. Il a récemment eu l'occasion de parler avec je ne sais quel employé ou représentant du commerce qui a assez longtemps pu fréquenter Rimbaud à Dakar ou à Aden, qui le peignait comme un être absolument insignifiant, occupant toutes ses journées à fumer, accroupi à l'orientale, racontant lorsqu'on venait le voir de sottes histoires de concierge, et par instants portant sa main devant sa bouche en riant d'une sorte de rire intérieur idiot. À Aden, il sortait en plein soleil tête nue, à des heures où le soleil sur la nuque fait l'effet d'un coup de matraque. À Dakar, il vivait avec une femme du pays, dont il avait eu un enfant, ou du moins une fausse couche. Ce qui suffit à ruiner, dit Claudel, les imputations de mauvaises mœurs qu'on attache encore parfois à son nom. Car s'il y avait eu ces mœurs, dont, paraît-il,
on ne peut plus aisé de se guérir, il va sans dire qu'il les eût conservées dans ce pays où elles sont à ce point admises et facilitées, que tous les officiers sans exception y vivent ouvertement avec leur boy. Comme je lui reprochais d'avoir dans son étude escamoté le côté féroce du caractère de Rimbaud, il dit n'avoir voulu peindre que le Rimbaud de la saison en enfer, où devait aboutir l'auteur des Illuminations. Entraînant un instant à parler de ses rapports avec Verlaine, Claudel, le regard absent, touche à un chapelet sur la cheminée dans une coupe. Bon, j'en sais cela donc avec l'endroit d'André Gide consacré à Rimbaud. Vous voyez, c'est un tout autre Rimbaud que là qu'il a décrit. Peu de personnes en ont parlé, c'est pour ça que je voulais vous l'offrir. Alors, j'aurais voulu vous offrir aussi quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas de Rimbaud. On en a beaucoup parlé sur Internet et un petit peu à la télévision. Ça concerne un inédit de Rimbaud qu'on aurait redécouvert ou découvert. Donc c'est un inédit qu'il aurait écrit à 16 ans dans un ancien journal de Charleville-Mézières. Je suis dans le Progrès des Ardennes. On sait qu'il y a participé, on sait qu'il était à la correspondance du Progrès des Ardennes. Donc on savait aussi qu'il écrivait sous un pseudonyme aussi, de Jean Baudry. Et on a retrouvé justement un texte de Jean Baudry. Et il y a de fortes chances pour que ce poème ou ce texte-là soit un texte de Rimbaud. Alors je vais vous le dire. Il s'intitule Le rêve de Biersmarck. C'est le soir. Sous sa tente, pleine de silence et de rêve, Biersmarck, un doigt sur la carte de France, médite. De son immense pipe s'échappe un filet bleu. Biersmarck médite. Son petit index crochu chemine sur le Velin, du Rhin à la Moselle, de la Moselle à la Seine. De l'ongle, il a rayé imperceptiblement le papier autour de Strasbourg. Il passe outre. À Salzbourg, à Wissembourg, à Worth, à Sedan, il tressaille. Le petit doigt crochu, il caresse Nancy, et Gratine Beach, et Falsbourg, Reims, trace sur les frontières de petites lignes brisées et s'arrête. Triomphant, Biersmarck a couvert de son index l'Alsace et la Lorraine. Oh, sous son crâne jaune, quel délire d'avare, quel délicieux nuage de fumée répand sa pipe bienheureuse. Biersmarck médite. Tiens, un gros point noir semble arrêter l'index de frétillant. C'est Paris. Donc, le petit ongle mauvais de rayer le papier, de ci, de là avec rage, enfin de s'arrêter. Le doigt reste là, moitié plié, immobile. Paris. Paris. Puis le bonhomme a tant rêvé l'œil ouvert que doucement la somnolence s'empare de lui. Son front se penche vers le papier. Machinalement, le fourneau de sa pipe, échappé à ses lèvres, s'abat sur le vilain point noir. Oh, pauvreau! En abandonnant sa pauvre tête, son nez, le nez de M. Otto de Biersmarck, s'est plongé dans le fourneau ardent. Hi, pauvreau, va, pauvreau! Dans le fourneau incandescent de la pipe. Hi, pauvreau! Son index était sur Paris. Fini le rêve glorieux. Il était si fin, si spirituel, si heureux, ce nez de vieux premier diplomate. Cachez ce nez. Eh bien, mon cher, quand pour partager la choucroute royale, vous rentrerez au palais, là, il y a des lignes qui sont manquantes. Voilà, il fallait pas rêvasser. Jean Baudry, donc, dit Baudelaire, dit Rimbaud, qui aurait peut-être écrit ce texte. Alors il y a aussi une controverse concernant la lettre du baron de Petchèvre que l'on trouve aisément dans les éditions. Est-ce de lui, n'est-ce pas de lui? Bon, il y a beaucoup de poèmes qui ont été donnés à Rimbaud. Certains sont peut-être liés à sa propre écriture, d'autres un peu moins. C'est un peu le problème du mythe. Il paraît que la chasse spirituelle, par exemple, n'a jamais été un texte rimbaldien. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'en sais cela avec ma deuxième partie.
ou ma seconde partie, le rêve de Biersmarck, et puis bon, le texte consacré, le texte d'André Gide, le journal d'André Gide, la page de journal d'André Gide, où on voit un autre aspect de Rimbaud, quoi, que on a tendance à ignorer. Voilà. Alors concernant maintenant la troisième partie consacrée à Rimbaud, j'aurais voulu vous parler un petit peu de ce texte Voyelle, qui est un texte, c'est un sonnet assez extraordinaire. On en ignore un petit peu l'origine, on se demande comment il a pu produire ça. C'est tellement surprenant et étonnant. Vous pourrez toujours sur internet le chercher. Vous tapez Voyelle et puis Rimbaud et vous le verrez. Et donc c'est un texte assez exceptionnel. Et il y a une interprétation qui est assez récente, mais qui est plausible concernant l'explication de ce poème. Le sonnet serait le reflet de l'enseignement musical d'Ernest Cabaner. Alors, qui était Ernest Cabaner? Alors donc, c'est une personne qui s'est intéressée au chromatisme musical ou audition colorée. Alors, il apprenait le piano à Rimbaud, à l'hôtel des étrangers. Et dans cet hôtel-là, donc, il y avait la fameuse réunion du cercle Zudique. Vous avez des poèmes de l'album Zudique de Rimbaud dans ses œuvres complètes. Donc Cabaner était le barman. Et Rimbaud a été son assistant au club pendant quelques mois. Ce qui lui permettait de dormir sur place. Alors, Cabaner, c'était une sorte de musicien bohème qui est arrivé à Paris dans les années 50, 1850. Il a été l'ami de Cézanne. Et Cézanne, d'ailleurs, a fait plusieurs portraits de lui. Et il coloriait donc les notes, Cabaner, et il leur attribuait une voyelle. Alors, cette méthode avait déjà été imaginée par le père Castel au XVIIIe, XVIIe ou XVIIe siècle, voilà, au XVIIe siècle, et elle aurait pu intéresser Arthur Rimbaud, qui cherchait une sorte de correspondance, lui également, entre les parfums, les sons, les couleurs, en fait, un petit peu dans l'héritage baudelairien. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais dans les années 80, il y avait une publicité qui passait à la télévision, consacrée à l'orgue Bontempi. Et alors on voyait, c'était une méthode pour jouer. Alors vous aviez donc un clavier électrique. Les enfants appuyaient sur des notes, donc ils appuyaient sur des couleurs. Et face à eux, ils avaient la lecture de ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils jouaient. Alors ils avaient par exemple, ils faisaient au clair de la lune, mon ami Pierrot. Alors il faisait O, ça correspondait par exemple au rouge. Alors l'enfant appuyait sur le rouge, après il appuyait sur le vert, après il appuyait sur le jaune, etc. Et petit à petit, il parvenait comme ça à jouer maladroitement le morceau. Et donc après, cette méthode existait, on l'a vu dans les années 80. Mais elle a des origines bien plus anciennes. Alors ça pourrait expliquer en fait la correspondance entre les voyelles et puis les lettres telles que l'avait conçu Rimbaud dans son poème Voyelles. Et d'ailleurs, Cabaner, après, a écrit un poème aussi où il parle de cette correspondance-là. Voilà ce que je voulais dire. Alors, la deuxième chose qui est intéressante aussi, donc j'essaie d'aborder, si vous voulez, des aspects un petit peu méconnus comme ça de Rimbaud. Là, ça risque de vous intéresser également. C'est une version du poème Mémoire. Mémoire, un poème remarquable de Rimbaud, et est réapparu en 2004, donc il y a quelques années, dans les papiers des descendants de la femme de Verlaine, donc de la famille Mottet, des variantes, un poème avec des variantes concernant Mémoire. Donc le texte est un petit peu différent, il ne s'appelle plus Mémoire, il s'intitule
Famille maudite. Bon, il est quasiment identique, si vous voulez, mais il est identique à 85-90%. Donc vous avez quelques fragments, quelques éléments qui sont différents. Alors vous pourrez toujours trouver ce poème sur Internet. Vous tapez Famille maudite, Rimbaud, mémoire, et vous retrouverez le texte. Alors je vais vous dire simplement les deux premiers quatrains, qui se ressemblent toutefois. L'eau pure comme le sel des larmes d'enfance, ou l'assaut du soleil par les blancheurs des femmes, ou la soie en foule et de lit pur, des oriflammes sous les murs, dont quelques pucelles eut la défense, ou les bas des anges, le courant d'or en marche, l'eau meut ses bras lourds, noirs et frais surtout, d'herbe. Elle, l'eau sombre ayant la nuit pour ciel de lit, appelle pour rideau l'ombre de la colline et de l'arche. Alors j'en sais cela, parce que bon, le texte est quand même relativement long, et le dire n'est pas toujours très facile à comprendre, donc c'est un texte qu'on lit pour soi un peu, on y réfléchit, mais c'est vrai que c'est une symphonie de blanc, de pureté, de virginité, et ça rappelle un petit peu le Vierge de vivace et le bel aujourd'hui de Mallarmé. On retrouve aussi une chanson de Charles de Bois qui s'appelle Je reviendrai à Montréal, où il y a énormément de clair et de blanc, avec de la neige, des bonbons, des bonbons clairs, des choses comme ça qui représentent la glace, etc. On retrouve aussi ce blanc chez Charles de Bois. Voilà ce que je voulais dire, je n'ose pas trop en ajouter parce que bon, il y avait évidemment d'autres poèmes à dire, mais je vais pas surcharger ça. J'aurais voulu dire le poème Michel et Christine, que j'aime beaucoup aussi, que c'est un peu moins connu. Il y a Les mains de Jeanne-Marie, je ne sais pas si vous le connaissez, vous pouvez toujours aller le voir sur internet. Et puis, bon, moi j'aime bien Ouvrier aussi, parce que ce qui est amusant dans le poème Ouvrier, là, il parle de son épouse. Enrica avait une jupe de coton à carreaux blancs et bruns. Sa femme, Enrica. Donc c'est assez amusant. Enrica. Donc vous saurez que Enrica, c'est le nom de la femme de Rimbaud, dans Ouvrier. J'aimais bien Bottom aussi. La réalité étant trop pupineuse pour mon grand caractère, je me trouvais néanmoins chez madame, en gros oiseau gris, s'essorant vers les moulures du plafond. Écoutez, je vais en cesser là. J'espère véritablement que j'ai pu aborder des aspects un peu différents de Rimbaud, mais j'espère essentiellement que cela vous donnera envie d'acheter ses œuvres complètes. Et allez, n'hésitez pas à aller sur internet, parce qu'il y a aussi un article qui est consacré, enfin il y a un article de Rimbaud qui est consacré, qu'il donne au directeur du Bosphore égyptien. Donc là on ne trouve pas toujours dans les œuvres complètes. Et vous avez beaucoup de lettres aussi, des lettres données aux uns aux autres, qu'on ne trouve pas dans la Pléiade. Donc quelquefois l'internet est beaucoup plus riche que les éditions dites spécialisées, ou les éditions traditionnelles. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.